Le coronavirus est donc arrivé en Europe. Les gestes barrières. Nous allons vaincre ce virus. La première. Vous pouvez inviter chez vous 4 personnes. Tous les rassemblements sont interdits. Les clés. Déconfinement pour le déconfinement Du déconfinement. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés, 4e et dernier épisode de notre retour sur le Covid, 5 ans après. Avec cette question, les médias ont-ils été suffisamment critiques durant cette crise? Ont-ils été à la hauteur de leur vocation de contre-pouvoir en démocratie? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en commençant par une petite lettre que j'avais envie de vous écrire. La première. Les clés. Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai envie de commencer par vous raconter ce que c'était d'être journaliste au temps du Covid. Une période douloureuse bien sûr pour toute la société et compliquée souvent pour les médias. Il y a d'abord eu le début, où je le reconnais bien honnêtement, moi j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait. Voici à quoi ressemble Wuhan aujourd'hui. Une immense ville fantôme. Cette mégalopole chinoise de 13 millions d'habitants est aujourd'hui pratiquement déserte. Face à la menace du coronavirus, les autorités chinoises n'ont pas hésité à appeler les habitants à se confiner strictement dans leurs habitations. Confinement en Chine, hôpital construit en 10 jours, cas répertoriés en Iran puis en Italie, alerte de l'OMS. Rétrospectivement, je me dis qu'on a eu assez vite des indices qui nous montraient que ça allait devenir un problème de santé gigantesque. Mais à l'époque, c'était tellement inconnu pour nous qu'on avait du mal à se représenter ce que ça pouvait être. À ce niveau-là, par exemple, la notion même d'exponentielle était difficile à intégrer. Bon, on se souvient bien de nos cours de maths, mais de là à comprendre qu'en fait, si on a 10 patients hospitalisés un jour, on va en avoir 20 le lendemain, 40 le surlendemain et déjà 640 au bout d'une semaine, ça dépassait nos façons habituelles de concevoir une évolution qui sont linéaires et non exponentielles. Vous voyez que tous les jours, de nouvelles personnes rentrent dans les hôpitaux. Dans l'unité de soins intensifs de cet hôpital de Charleroi, la situation est critique. Le service arrive à saturation. Les personnels soignants sont à bout. J'avoue très sincèrement que moi, au début de la crise, je ne savais pas comment il fallait interpréter une échelle logarithmique, ces graphiques qui décrivent justement une évolution exponentielle. Donc, en tant que journaliste, il a fallu d'abord se faire une formation accélérée aux mathématiques, à la virologie, à l'épidémiologie, pour prendre la mesure de ce qui nous arrivait. Et donc, sans doute qu'au début, on a été trop rassurant ou pas assez alarmiste, parfois imprécis, parfois inexact même, parce que, comme beaucoup de citoyens belges, on était un peu perdus et qu'on essayait de comprendre. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. Il est important de conserver une distance raisonnable entre les individus. Et tous les rassemblements sont interdits. Et puis est venu ce moment des grandes conférences de presse, les conseils nationaux de sécurité et puis les Codeco. À ce moment-là, une partie d'entre vous a considéré que nous sommes juste devenus, nous, des médias comme la RTBF, des porte-parole du gouvernement. Alors je peux comprendre la critique, parce qu'on s'est retrouvé à retransmettre pendant des heures, parfois, ces conférences de presse, puis à les décortiquer, les reformuler en version plus compréhensible, les analyser, et pas, dans un tout premier temps en tout cas, à critiquer en profondeur ces mesures et leur bien fondé ou non. Mais il faut quand même se souvenir du contexte. La situation était tout à fait hors du commun et dans les 2 premières vagues de l'épidémie en tout cas, on naviguait tous un peu à l'aveugle. Et puis, la communication gouvernementale était parfois si peu claire qu'il fallait tout simplement traduire les mesures, surtout autour de la fameuse et très critiquée notion de bulle. Vous pouvez inviter chez vous
4 personnes. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que pendant une dizaine, sélectionnez les mêmes 4 personnes. Et après cette quinzaine, vous pouvez choisir d'autres personnes. Parfois, notre boulot consistait simplement à remettre au clair une communication gouvernementale difficile à lire et qui pourtant avait des implications très concrètes pour le quotidien de chacune et chacun. Alors, est-ce que pour autant les journalistes sont devenus de simples porte-parole du pouvoir, qu'ils ont laissé leur sens critique au vestiaire, abandonnant leur rôle de chien de garde de la démocratie ? En reparcourant nos archives, j'en ai pourtant retrouvé, moi, des émissions critiques sur les confinements. Si on continue à nous mettre dans des cases, nos libertés seront écrasées et on ne pourra plus rien faire. Sur la façon dont la situation avait été gérée dans les maisons de repos. Pas de masque, pas de matériel, ils mettaient des sacs poubelles pour se protéger. Vous trouviez qu'on était en Belgique, vous? Moi pas, hein? Sur ces moments où la démocratie parlementaire a été parfois bypassée. Restreindre des libertés publiques par arrêté ministériel, ça ne va pas. Il faut que ce soit le fruit d'une loi. Ou encore sur le business juteux des firmes pharmaceutiques. On est véritablement dans un secteur qui cherche la profitabilité maximum. 25%, c'est de loin le secteur le plus profitable. Alors, comment expliquer cette perte de confiance de toute une partie de notre public suite à cette crise Covid ? Cette dimension critique a-t-elle été suffisante ? Est-elle venue suffisamment tôt ? Pourquoi aussi les médias ont-ils fait appel à certains experts plutôt qu'à d'autres, qui parfois défendaient une autre lecture de la crise ? Ce sont toutes ces questions-là que nous allons maintenant explorer. Bonjour Xavier Kounas. Bonjour. Vous êtes journaliste au Soir, où vous dirigez le service enquête. Vous l'avez suivi de très près, vous aussi, cette crise Covid. J'imagine que vous reconnaissez un petit peu aussi dans ce qui vient d'être raconté là, et notamment sur le fait qu'on était tous un peu perdus au début. Vous êtes ingénieur de formation, donc les échelles logarithmiques, c'était un peu plus votre affaire, mais c'est clair que dans un premier temps, c'était compliqué comme journaliste d'y voir clair. Oui, clairement. En tout cas, ça me rappelle plein de souvenirs. C'est vrai que 5 ans, c'est à la fois loin, mais très proche quand on réentend comme ça quelques extraits sonores. Le sentiment à la rédaction du Soir, mais comme à mon avis dans toutes les rédactions, c'était le même. Hein. Il nous est tombé sur la tête quelque chose qui n'était pas prévu, qu'on n'avait évidemment pas vu venir. Et c'est comme si l'ensemble du monde autour s'était arrêté. On a dû se réorganiser, on a dû d'abord comprendre, se développer une expertise qu'on n'avait pas. On n'avait ni de spécialistes en testing, en masque, en suivi de codeco, de comité de concertation, en courbe épidémiologique. Donc on a réorganisé l'ensemble de la rédaction. Il nous a fallu un peu de temps, le temps de digérer. Et puis, on s'est organisé pour être prêt, pour essayer de pouvoir couvrir du mieux possible cette crise et cette pandémie tout à fait historique, je pense. Et donc, petit à petit, on s'est mis en ordre de marche, mais il a fallu un peu de temps. Je pense que ça, tout auditeur et tout lecteur du Soir peut le comprendre. Ce qui n'empêche pas qu'on a, pendant toute la crise, et comme on essaie de le faire au quotidien, mis ce qu'on avait sur la table, notre ADN et notre tripes pour essayer de couvrir ça le plus journalistiquement possible. Bon, mais alors comment est-ce que vous interprétez, vous, le fait qu'il y a eu, au fil de la crise, de plus en plus, et ça s'est amplifié, et ça n'est pas résolu aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de critiques a posteriori, de plus en plus de critiques donc sur la façon dont les médias faisaient leur travail de critique des décisions prises par les autorités. On a entendu souvent qu'on était devenus des porte-parole du pouvoir. Comment est-ce que vous analysez ça, vous, Xavier Kounas ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de questions. Pour être tout à fait honnête, c'est vraiment un point sur lequel ça touche une petite sensibilité chez moi, parce que j'ai vu comment on a travaillé. J'ai vu aussi la secousse que c'était pour un média écrit comme le nôtre. On s'est tous retrouvés en télétravail à faire un journal tout seul, chacun chez nous. C'est totalement inédit. On n'avait jamais fait ça de notre vie. On a maintenu un site internet alimenté en permanence, on a su sortir un journal tous les jours, il y avait une prouesse technique, il y avait des challenges à surmonter dans la seconde, et j'ai vu autour de nous des équipes et des journalistes qui avaient envie, qui n'ont pas compté leurs heures, qui ont travaillé des jours entiers, des week-ends, des nuits parfois, pour essayer d'informer, qui ont arrêté tout ce qu'ils faisaient autour pour essayer de se dire, notre mission là, vu la crise et vu ce qui se passe, c'est d'essayer d'informer le mieux possible. Et
quand on entend en retour des critiques très dures sur les manquements qu'auraient pu avoir les médias, j'avoue que je trouve ça particulièrement injuste parce qu'on ne peut pas nous enlever cette passion et le cœur qu'on y a mis. Alors, est-ce que tout a été parfait? Évidemment que non. On a d'abord dit qu'il y avait une technicité, il y avait des choses à apprendre. On naviguait dans l'inconnu, mais nous, comme le gouvernement, comme certains experts au départ. Donc, je pense que dans les premières semaines, voire dans les premiers mois, cette part d'inconnu, il fallait juste l'accepter. Puis, petit à petit, on trouvait nos marques, on comprenait. Et je pense qu'on est arrivé à faire plusieurs types de journalisme. Il y a eu, évidemment, vous en parliez, ces conférences de presse où on expliquait les mesures. Moi, je n'ai aucune honte à dire que le journaliste, il est aussi là pour expliquer les mesures qui s'appliquent aux gens. Quand il y a une conférence de presse un soir et qu'une personne se connecte sur notre site internet ou achète le journal le lendemain, elle attend qu'on lui explique les mesures le plus précisément possible, qu'on les détaille. Et je pense que dans l'urgence, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Ce qui n'enlève aucunement que le lendemain, le surlendemain et dans les jours qui suivent, on se questionne, on s'interroge, on débatte, on se demande si les mesures sont pertinentes ou pas, si elles sont justifiées ou pas, si elles tiennent la route ou pas. Et j'invite qui veut à regarder la couverture du soir, mais franchement, j'ai suivi celle de la RTBF comme celle d'autres médias. Ces questions, on les a posées. Donc, quand on se focalise en nous disant « mais regardez, vous serviez la soupe le jour de ces conférences de presse pour cirer les pompes du gouvernement », sincèrement, c'est faux, c'est faux. On a évidemment expliqué ces mesures, mais on les a questionnées. Alors si les gens en avaient totalement ras-le-bol des mesures, je les comprends. Je peux vous dire que pour nous aussi, c'était dur. Moi, j'avais juste envie d'une chose à un moment, c'était de quitter cet appartement. Mais je trouve que le ras-le-bol ne peut pas servir à justifier des critiques que je trouve parfois trop rudes, voire infondées sur le traitement médiatique. Bon, une voix critique, on en a évidemment invité une dans cette émission, c'est Jean-François Raskin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été longtemps l'administrateur général de l'IEX, école de journalisme à Bruxelles. Vous avez aussi présidé un moment le conseil d'administration de la RTBF pour le CDH. Et durant cette crise, vous avez publié une carte blanche qui incitait les médias à faire leur autocritique. Et vous aviez des mots à certains moments donnés assez durs d'ailleurs sur la façon dont plusieurs organes de presse, selon vous, manquaient de mise en perspective et avaient glissé vers une sorte d'adhésion à la ligne officielle. En gros, si je résume, c'était une des critiques que vous portiez. Expliquez-nous pourquoi vous en êtes venu à faire cette lecture du travail journalistique pendant la crise. Parce que plusieurs témoignages, effectivement, je suis professeur de sociologie des médias, donc je regarde aussi la manière dont les médias fonctionnent. Je déteste d'ailleurs quand on dit les médias. Il y a des médias, mais tous les médias ne sont pas à mettre dans le même sac. Et vous dites vous-même que l'impression qui ressort après autant d'années, c'est aussi une impression les gens n'étaient pas nécessairement tous satisfaits de la manière dont les médias avaient travaillé. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre préambule. Je pense qu'il y a trois étapes, il y a eu 3 phases dans l'histoire du Covid et dans le rapport que les médias ont entretenu avec le Covid. Il y a eu d'abord, la première phase, c'est une phase de sidération qui a à peu près étonné tout le monde, où les journalistes et les médias, d'une manière générale d'ailleurs, ont fait vraiment un excellent travail, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passait. On a interrogé une série d'experts différents, variés, qui ont tous avec des qualités, des compétences et un historique et un curriculum vitae assez impressionnant. Et on voit d'ailleurs que dans les études qui ont été faites sur la confiance de la population vis-à-vis des médias, c'est une période où la confiance est vraiment au top, maximale. Petite anecdote, la BBC qui était attaquée par Boris Johnson en permanence, elle a fait de l'autopromotion parce que même Boris Johnson trouvait que la BBC faisait un travail absolument remarquable au début de l'épidémie. Et puis il y a eu la deuxième phase où il a fallu structurer un peu cela autour du gouvernement, de la politique, avec des stratégies, avec des experts. Et ces experts, ils ont été choisis. Au fond, la méthode et le choix des experts pouvaient déjà être discutés à ce moment-là. Pourquoi ces experts-là, dont ils n'avaient pas plus de compétences que d'autres, et d'autres ont été écartés, mais volontairement écartés. Je pense par exemple à quelqu'un comme Bernard Rentier, qui était l'ancien recteur de l'Université de Liège, virologue reconnu internationalement. C'est quelqu'un qui n'a pas été consulté, que les médias n'interviewaient même pas. C'est pas correct, ça.
Non, mais vous pouvez pas dire que Bernard Rentier n'a pas été entendu pendant la crise. Je peux vous trouver des dizaines d'interviews de Bernard Rentier. Oui, mais c'est sincèrement faux. Mais je vais vous reprendre aussi, Jean-François Raskin, là-dessus, parce que moi, je me souviens avoir fait des longues émissions pendant le Covid où on a justement invité Bernard Rentier, précisément parce qu'il portait un discours critique, mais évidemment, il y avait des personnes en face pour lui répondre. Tout à fait. Et non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas été pris dans les experts du gouvernement, parce qu'il avait un discours qui était différent. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas été interviewé par les médias, j'ai dit simplement qu'il a été écarté. La question de son écartement, de sa mise à l'écart, je pense à d'autres, le professeur Martin Zizi, par exemple, qui faisait partie des experts du HANA, n'a pas été consulté non plus par le gouvernement. Donc il y a une série d'experts qui ont été écartés par le gouvernement. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas été davantage interroger le gouvernement sur le choix, la méthodologie qui a servi le gouvernement à choisir ce comité d'experts-là plutôt que d'autres experts? D'abord, je pense qu'il y a eu des vrais questionnements sur la formation du groupe d'experts. Ces groupes d'experts ont évolué avec le temps. Je me souviens très bien que dans le soir, on a notamment pris position à plusieurs reprises pour dire que ces groupes d'experts étaient à un moment uniquement composés de médecins de certaines spécialités et qu'il fallait aussi ouvrir à d'autres niveaux de compétences. J'ai pas envie de revenir sur les noms que vous avez cités, mais quand même, le professeur Zizi, on a refusé une carte blanche du professeur Zizi au soir parce qu'il y avait un tissu d'énormité dans sa carte blanche qui était factuellement inexact. Donc à un moment, moi ça ne me surprend pas que des gens qui disent des choses factuellement fausses, mais juste qui étaient contraires aux chiffres, aient pu être écartés. Et sur le cas de M. Rentier, un de ses premiers posts, donc M. Rentier a publié sur un blog une série de choses, il faut reconnaître que ça a été une voix critique qui était intéressante et qui apportait autre chose dans le débat, et que M. Rentier est virologue, absolument. Mais M. Rentier a commencé par dire, par exemple, que Sciences & No ne publiait pas le taux de positivité. Je m'en souviens très bien, pour avoir suivi les chiffres de très près. Donc le taux de positivité, c'était le nombre de tests qui étaient positifs. Ça faisait 4 mois que ce chiffre existait. Et M. Rentier sort de nulle part en disant non. Alors il n'était pas publié explicitement, il fallait faire une division d'un chiffre par un autre pour l'obtenir. Mais enfin, n'importe qui pouvait le faire. Donc certaines personnes se sont parfois affaiblies par des propos qu'elles ont tenus dès le départ. Elles ont commis, je pense, des erreurs factuelles. Il se fait que quand nous, médias, on constate que des gens commettent ces erreurs factuelles, on devient méfiant. Ça, c'est une règle et je pense que c'est très sain pour un média de faire attention à ne pas trop donner la parole à des gens qui disent ouvertement des choses qu'on sait fausses. Oui. Jean-François Raskin, là-dessus, une réponse. Et d'autres experts du gouvernement ont dit aussi des choses totalement fausses. Ah mais comptez sur nous et vous pouvez parler. Il y a eu à peu près, pratiquement 1 million de publications scientifiques sur le Covid. 1 million. Toutes n'étaient pas dans le sens des experts, des gouvernements qui avaient été choisis par l'Europe. Je ne les ai pas toutes lues. Non, moi non plus. Mais j'en ai lu quelques-unes qui disaient exactement l'inverse et qui étaient publiées par des revues scientifiques après analyse et après approbation par les comités d'experts de ces revues-là et qui disaient pas ce que disaient les experts choisis par les gouvernements. L'image qui a été donnée par la presse, fausse ou vraie, je ne suis pas là pour juger celui qui avait raison ou pas. Simplement, je dis qu'à un moment donné, l'image qui est apparue de manière générale, c'était une image où les médias ont été les porte-paroles, sont devenus en quelque sorte les porte-paroles du comité d'experts choisi par le gouvernement et du gouvernement, sans se poser d'autres questions sur d'autres voies. Vous me dites, sur base de quoi vous dites ça ? Mais sur base d'une analyse générale des médias que j'ai pu faire à un moment donné, que nous avons pu faire chez nous, et qui montre effectivement que la partie la plus importante des publications des médias mainstream à un moment donné a été l'explication des mesures du gouvernement, et y compris sur les débats télévisés. C'était une anecdote. Sur un débat télévisé à la RTBF, il y a à un moment donné une étudiante en architecture qui est là, pendant le débat, et qui à un moment donné, on lui donne la parole. Elle lit un texte sur les souffrances de la jeunesse, son mal-être à un moment donné. On lui dit, mais on va vous répondre, puisque le ministre est là. Elle dit, mais j'ai pas envie qu'on me réponde, en fait. Ça fait des semaines qu'on nous dit la même chose. Ça fait des semaines que le langage, l'écriture, tout ce qui est publié dit exactement la même chose, c'est-à-dire la parole du gouvernement. Elle est partie, elle a quitté le plateau, elle est partie. Le journaliste, puisque c'était hors cadre et hors norme, dit, mais on est là pour débattre, mais je n'ai pas envie de débattre. Ah, mais si vous voulez pas débattre, tant pis. Et c'est le professeur Jean Van Emmelrijk qui reprend et qui dit, mais vous ne vous rendez pas compte de l'importance de ce geste-là. C'est-à-dire que l'empathie, à un moment donné, pour les gens
qui était en dehors du circuit, c'est-à-dire en dehors des malades et en dehors du personnel soignant, elle n'existait pratiquement pas dans la presse. Et donc ce qui s'est... Jean-François Raskin, là, moi je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que l'empathie, justement, et aller chercher les témoignages de tous ceux qui vivaient mal les mesures, ça a été fait beaucoup. Et à la limite, on pourrait même, à un moment donné, dire que ça a pris une certaine place pendant un certain temps, qui fait que les enquêtes, par exemple, le questionnement sur certaines mesures, il a parfois un petit peu tardé, parce qu'il a fallu le temps qu'on digère les mesures. Mais par contre, être dans l'empathie de la population et de ceux qui vivaient difficilement ces mesures, il me semble que ça a été fait. J'ai envie de vous répondre aussi sur un aspect, sur le choix des experts, puisque je suis journaliste moi aussi, et que j'ai fait ça beaucoup pendant la crise. Il y a quand même un élément que vous ne pointez pas dans ce que vous dites là. Vous dites qu'il y a eu des publications scientifiques un peu dans tous les sens. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait une immense majorité, à un moment donné, sur l'épidémiologie, sur la virologie, de publications qui allaient dans le même sens. Et le gouvernement n'était pas insensible à ça et s'appuyait là-dessus. Mais nous, médias, on voyait ça aussi. C'est qu'il y avait des quasi-consensus scientifiques sur certains enjeux, sur les confinements, notamment sur la première et la deuxième vague. Et que nous, comme journalistes, et je laisserai Xavier Kounas vous répondre aussi sur cet aspect-là, ce qu'on regardait chez les experts, c'était s'ils étaient dans leur domaine de spécialité, si leurs pairs confirmaient leurs propos, s'il y avait un consensus entre pairs pour défendre le même point de vue. Et moi, ce que je regardais aussi énormément durant cette crise, c'est l'humilité des experts, leur capacité à reconnaître que certaines choses, ils ne les savaient pas, que sur certains aspects, ils ne pouvaient pas répondre là maintenant parce qu'ils n'avaient pas encore de données. Et je me suis toujours beaucoup méfié d'experts qui avaient des certitudes absolues. Or, certains des experts auxquels vous faites allusion, ils sont venus très vite avec des certitudes absolues qui contestaient la ligne dominante. Xavier Kounas, juste une réaction là-dessus. Non, je suis totalement en phase. D'abord, j'ai un peu de mal aussi sur l'empathie parce qu'on a été faire parler les gens. Je sais qu'on a été, nous, dans des immeubles entiers. On a essayé d'expliquer juste le ressenti et la réalité des gens. Alors, le malaise, on le comprenait, on le vivait nous-mêmes. Mais dire que les médias n'ont pas été le relais de ça, je ne peux pas entendre. La deuxième chose, c'est que je voudrais que quelqu'un vraiment fasse un exercice scientifique en analysant tous les contenus qui ont été produits au soir. Mais on a publié des dizaines et des dizaines de cartes blanches de gens avec des profils tout à fait différents. On vérifiait une chose, c'est l'exactitude des faits, des chiffres qu'il y a dedans. Et parfois, ça prenait du temps à vérifier. On en a décliné une série aussi. J'en ai d'ailleurs cité un exemple. Mais je me souviens que chaque jour, on avait un carnet de bord d'un médecin, un urgentiste ou un intensiviste qui n'était dans aucun comité et qui nous racontait juste la réalité du terrain. Lui qui voyait les malades chaque jour à l'hôpital ou dans sa salle de soins intensifs. C'était une façon de donner de l'âme, de la chair et de raconter ce qui se passe et de donner à nos lecteurs le sentiment qu'on était un peu là. Donc j'entends bien qu'il y a eu ces grands messes, ces comités de concertation, que ça a pris de la place et que ces mesures ont été largement expliquées. C'est vrai. Mais je n'entends pas l'argument de dire qu'on n'a pas cherché d'autres personnes et qu'on n'a pas montré cette pluralité. Alors je reprends le fil de notre émission. J'ai envie de vous faire entendre quelques extraits d'un documentaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, un documentaire qui s'appelait « Ceci n'est pas un complot », qui n'a pas été diffusé par les médias traditionnels, mais qui s'est fait sa place sur les médias sociaux, sur le web, et qui a suscité aussi beaucoup de débats justement sur le traitement journalistique. C'est Sarah Pousset qui nous retrace ça. Ceci n'est pas un complot. Voici le titre, en brin provocateur, du documentaire réalisé par Bernard Crutzen. Publié librement sur Vimeo et YouTube début février 2021, il accumule très vite des milliers de vues jusqu'à dépasser le million. Dans ce film, le réalisateur verviétois veut se pencher sur le traitement médiatique de la crise du Covid. C'est le 12 avril que j'ai décidé de faire un reportage sur le Covid. C'était le dimanche de Pâques. Pendant 1h10, on voit se succéder un tas d'extraits de JT ou de titres de journaux concernant la pandémie. Une accumulation d'extraits très courts qui ne permettent jamais de saisir vraiment le contexte de l'interview ou le propos dans sa globalité. C'est le réalisateur lui-même qui nous explique sa démarche et son enquête au fil du film, et il développe très vite sa thèse principale. Ma conviction à moi, c'est que cette pandémie est plus médiatique que sanitaire. Je ne nie pas le virus, la contagion, l'hécatombe du printemps. Le Covid est réel, mais la manière dont on le raconte est surréaliste. Nous sommes en guerre. Vous avez raison, M. Macron. C'est une guerre de l'information.
Bernard Crutzen s'était déjà fait connaître pour ses précédents documentaires, notamment Malaria Business. En plus des extraits médiatiques, ici, il a réalisé des interviews de plusieurs personnes qu'il considère comme expertes. Certaines se sont depuis désolidarisées du film, comme Marius Gilbert ou l'anthropologue Jacinthe Mazzochetti, en précisant qu'elle ne validait pas les thèses propagées dans le documentaire. C'est pour mon père que je veux mener cette enquête. Et pour toutes celles et ceux qui doutent. Qui se demandent si nous ne sommes pas victimes d'une vaste mascarade. Qu'on ne me dise plus jamais que la presse est un contre-pouvoir. Je veux faire ce film parce que je ne décolère pas. Jean-François Raskin, est-ce que ce n'est pas un peu caricatural de considérer tout d'un coup que la presse s'était mise entre parenthèses en tant que contre-pouvoir et n'avait plus été que le porte-parole des autorités? Oui, mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que toute la presse avait été le porte-parole du gouvernement et des autorités. Simplement, j'aurais voulu avoir une presse un peu plus critique, qui prennent un peu plus de recul sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire. Simplement, je constate qu'il s'est développé à côté des médias mainstream et habituels traditionnels, toute une série de médias dits alternatifs qui ont eu un succès énorme sur les réseaux sociaux, vraiment très très fort, aussi fort que la confiance qui a prévalu lors de la première phase du Covid pour les médias traditionnels. Et mais est-ce que c'est pas parce qu'on en avait marre, à un moment donné, des mesures, et que ces mesures, qui étaient sans doute quand même en partie nécessaires, même si on peut discuter évidemment de certaines modalités, c'est ce qu'on fait dans cette série depuis lundi, est-ce que finalement ne s'est pas exprimé cette méfiance vis-à-vis des médias parce qu'il y avait un ras-le-bol surtout sur des mesures qui étaient très difficiles à digérer? Mais il y avait des mesures dont on ne percevait pas non plus dans la population l'utilité, puisqu'elles étaient contestées aussi par d'autres personnes qui disaient « est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop ?» Et donc on a laissé en fait les réseaux sociaux se développer avec des analyses qui étaient évidemment la plupart du temps assez foireuses et avec une série de fake news qui ont été publiées, qui ont jeté un peu plus encore le discrédit sur l'ensemble de la production médiatique. Alors qu'il y a des médias qui ont fait très très bien leur boulot, mais d'autres un peu moins bien, et on a laissé une place, une ouverture assez forte pour toute une série. Le nombre de médias alternatifs qui se sont créés pendant le Covid, c'est impressionnant, partout, dans tous les pays européens. Et ça, c'est évident, on peut le constater. Xavier Kounas, est-ce qu'on doit tirer des leçons là-dessus? Des éléments où on doit se dire, en tant que média, là, quand même, il y a une autocritique à faire, et comment est-ce qu'on va rechercher ce public-là? Non, mais d'abord, moi, je n'arrive pas à comprendre le lien entre, en tout cas, la responsabilité des médias traditionnels dans la formation des médias alternatifs. Je ne sais même pas si je dois appeler ça médias, parce que je les ai vus passer, ces sites, et j'ai vu jusqu'au bout le sujet de Monsieur le Documentaire. Ça m'arrache, je crois, le mot est trop fort pour que je le répète, de Monsieur Crutzen. Ça n'a rien d'informatif, ce ne sont pas des médias. J'ai voulu commencer un fact-checking de ce documentaire, il y avait tellement de points, je me suis dit ça va me prendre 25 jours, j'ai sans doute mieux à faire pour informer nos lecteurs. Pardon pour cette petite parenthèse, mais je pense qu'à un moment, on nous attend sur de la plus-value, sur de l'enquête. On a sorti une enquête folle sur ce qui se passait dans les maisons de repos, sur les frais de consultance pendant le Covid, sur la mauvaise gestion des masques Avrox. Je ne vais pas vous refaire l'inventaire de ce que le soir a fait, mais j'ai aucune honte à vous montrer les enquêtes qu'on a faites. On doit continuer à être critique, on doit évidemment se remettre en question, mais on se pose ces questions, on le fait, et je pense que ça a plutôt pas mal marché parce que pendant le Covid, malgré les critiques entendues, on avait des lecteurs, on en a eu plus que jamais, et on a reçu une série de commentaires très positifs sur notre travail. Eh bien voilà, on aura compris en tout cas que la couverture médiatique du Covid continue de faire débat aujourd'hui. Je voudrais terminer avec une réflexion quand même. Il y a un enjeu qui a été compliqué pour nous médias durant toute cette crise, c'est que les codes du débat médiatique ne sont pas les mêmes que ceux du débat scientifique. Et si en science on peut avoir des milliers de scientifiques qui s'expriment, qui débattent dans des revues, font avancer une réflexion pour dégager progressivement une lecture largement admise des faits, dans un débat médiatique, mettre face à face un scientifique qui représente un consensus très large et reconnu par ses pairs, face à un autre scientifique dont ce n'est pas toujours le domaine de spécialité et qui défend une opinion extrêmement minoritaire, eh bien ça peut donner l'impression au public que les deux opinions se valent scientifiquement, alors que selon les procédés mêmes d'établissement des preuves en science, elles ne se valent pas.
Dès lors, comment médiatiser justement un débat scientifique ? Ça reste une réflexion très certainement à mener dans les médias. Voilà, c'était Les Clés. Un podcast de La Première, avec à la réalisation sonore de cet épisode Guillaume de Smet, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Si vous souhaitez réécouter les 3 autres épisodes que nous avons consacrés au Covid 5 ans après, rendez-vous sur Ovio et sur toutes vos plateformes de téléchargement. N'hésitez pas d'ailleurs à les partager autour de vous.